Le 15 minutes, une émission présentée par Maureen Corr. Bienvenue dans le 15 minutes, l'émission podcast francophone du Cambodge, un cadre dédié à la francophonie et aux acteurs qui la font vivre aujourd'hui. Le mois d'octobre 2022 est l'occasion du centenaire de la naissance de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk. À l'occasion de cet événement unique, nous recevons M. Jean-Michel Philippi pour revenir avec lui sur la vie du roi. Tout d'abord, en mots de présentation. Jean-Michel, vous résidez au Cambodge depuis de nombreuses années. Vous êtes professeur, maître de conférences et linguistique spécialisé dans les langues d'Asie du Sud-Est et particulièrement du Khmer. Vous êtes aussi auteur d'ouvrages tels que Déambulations phnom-peignoises et de nombreux articles portant sur des disciplines telles que l'histoire, l'art et la culture. Vous avez été responsable d'un programme de l'UNESCO sur les langues et cultures minoritaires dans les montagnes Cardamom du Cambodge et être l'auteur d'un ouvrage intitulé Recherche préliminaire sur les langues des minorités du Cambodge. Aujourd'hui, vous êtes professeur de linguistique à l'Université royale de Phnom Penh. Bonjour Jean-Michel, comment ça va? Bonjour à tous, ça va très bien, je suis très heureux d'être avec vous ce matin. On est très content de vous accueillir dans notre émission. Aujourd'hui, nous allons parler de la vie de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk. Pouvez-vous nous parler du début de sa vie? Bien entendu. Alors, début de sa vie, 1922, c'est sa naissance, on en fête le centenaire cette année. Rien ne le prédestinait à devenir roi. Il faut savoir qu'au Cambodge, le Cambodge est une monarchie élective. Le roi n'est pas forcément le fils du roi précédent. C'est le Conseil royal du trône qui va choisir un prince dans la branche Sisowat ou la branche Norodom de la famille royale. Or, le Conseil royal du trône n'a pas grand pouvoir. En réalité, c'est un instrument entre les mains du véritable pouvoir politique. En 1941, quand Sihanouk a été couronné, la réalité du pouvoir politique est entre les mains des représentants du protectorat français. Alors la question, c'est pourquoi voulait-il que Sihanouk soit roi, lui et personne d'autre? Sihanouk aimait les belles voitures, il avait un faible pour la gente féminine, il aimait faire des films, des chansons, écrire de la musique. Une seule chose ne l'intéressait pas, la politique. Les Français allaient découvrir quelque chose en fait de très différent. Waouh, j'ai appris pas mal aussi des choses. En fait, dans tous les moments différents, un moment fort de l'histoire du Cambodge et son indépendance, comment le roi a réussi à l'obtenir pacifiquement? Eh bien, c'est encore un chef-d'œuvre. On peut appeler ça un superbe coup de poker ou, une superbe partie d'échecs. Sihanouk n'a pas proclamé une indépendance, il en a proclamé deux. Il faut savoir que le Cambodge est devenu un État indépendant pour la première fois le 12 mars 1945, quand Sihanouk, les Japonais ont l'effectivité du pouvoir à ce moment-là, abolit le traité de protectorat de 1863 et donc proclame de facto l'indépendance. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les Français sont de retour en 1945. La première chose que le général Leclerc fait, c'est d'arrêter le premier ministre de Sihanouk, Songgok Thang. Et donc c'est lui qui portera la responsabilité. Sihanouk est blanchi. Il a fait ça parce que les Japonais l'ont obligé. De 1946 à 1952, Sihanouk ronge son frein. Il demande aux Français de lui faire des concessions, et la concession étant l'indépendance, mais nos Français font la sourde oreille. Alors qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, à l'époque, on sait que le Cambodge va avoir l'indépendance. Toutes les forces politiques cambodgiennes ont l'indépendance de leur programme. La grande question, c'est qui va l'obtenir? Et là, on voit le génie de Sihanouk. En 1952, Sihanouk demande aux Français de ramener son vieil adversaire Songgok Thang ici au Cambodge. Le pari est risqué. Songgok Thang est une popularité extraordinaire. Sur la route qui l'amène
de Pochentong, au centre de Phnom Penh, il y a une foule massive qui est rassemblée et qui l'acclame. Sihanouk lui promet des avantages, un pouvoir qu'il ne lui accordera jamais. Songkok-Tan, excédé, en mars 53, prend le maquis. C'est exactement ce qu'attendait Sihanouk. Désormais, le message de Sihanouk est clair avec les Français. L'indépendance, pacifiquement, avec moi, ou la guerre avec lui. La France ne choisit pas tout de suite. Sihanouk lance sa croisade royale pour l'indépendance. Il va d'abord en France, il va ensuite aux États-Unis, il rencontre John Foster Dulles, aucun résultat non plus. Foster Dulles le traite de façon très paternaliste. Laissez les Français régler le problème du Vietnam, donc autrement dit gagner la guerre, et puis pour votre indépendance, on verra ensuite. Il va ensuite en Thaïlande, on ne lui donne pas de micro. Il rentre ensuite au Cambodge, s'installe dans la région de Battambang, et là il refuse de voir les Français. Peu de temps après, la France comprend qu'elle a tout intérêt à négocier avec lui, on négocie, et en novembre 1953, le Cambodge devient officiellement indépendant. Waouh, extraordinaire. Et en 1966 est une année importante pour la France et le Cambodge. Il s'agit de la visite du général de Gaulle à Phnom Penh. Pouvez-vous nous en parler un peu plus ? Ah, bien sûr, c'est une année emblématique. 66, pour comprendre les enjeux de la visite de Gaulle, il faut savoir qu'en 63, Sihanouk renonce à l'aide économique américaine. En 65, c'est une rupture des relations diplomatiques avec les États-Unis. Pourquoi ? La politique de Sihanouk se résume par un mot, neutralité. Neutralité. Neutralité, qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, ça se définit de la façon suivante, parce que Sihanouk a fait inscrire quasiment comme une loi. Le Cambodge est un petit pays ami de tous, mais allié de personne. Ce qui contrait les ambitions américaines, qui étaient en gros de faire adhérer le Cambodge à l'OTAS. L'OTAS, c'est l'équivalent pour l'Asie du Sud-Est de l'OTAN, l'organisation du traité du Sud-Est asiatique. Et Sihanouk voulait sa neutralité. Il ne voulait pas s'intégrer au, disons, schéma géopolitique américain avec le Vietnam du Sud et la Thaïlande. Alors naturellement, De Gaulle s'est entrefaite en 66, en septembre 68, via Phnom Penh. Alors naturellement, c'est un moment emblématique. Et ce qui va se passer, c'est que De Gaulle fait un discours absolument somptueux. Alors il est sur la même longueur d'onde avec Sihanouk. Contrairement à la 4e République, qui elle était plutôt atlantiste, De Gaulle pousse, d'accord, de ce point de vue-là, à la neutralité. Un anti-américanisme aussi. Le message de De Gaulle est clair. Vous avez raison, en parlant à Sihanouk. Et la deuxième chose, l'Amérique ne peut pas gagner cette guerre. Or, c'est intéressant parce qu'à l'époque, quand on voit l'effort aérien américain, les bombardements sur le Vietnam du Nord, les Marines qui débarquent à Da Nang en 65, l'Amérique va gagner la guerre. Eh bien, De Gaulle a eu raison. Il a eu raison un peu plus d'1 an plus tard, le moment de la fameuse offensive du Tet, début de l'année 68. Quand l'ambassade des États-Unis est prise d'assaut par le Viet Cong à Saigon, l'Amérique comprend que la guerre n'est pas gagnée, qu'elle n'est peut-être pas gagnable et que de toute façon, il va falloir négocier. De Gaulle et Sihanouk avaient raison avant les autres. Waouh. Avec vous, on a appris beaucoup de choses, Jean-Michel. En fait, après avoir quitté le pays pendant plusieurs années, le roi Majesté Norodom Sihanouk revient dans les années 90. Pouvez-vous nous en parler de ces années ? En gros, il a quitté le pays depuis des années, mais tout ce qui s'est passé, à savoir les fameux accords de Paris, c'est le terme de négociation dans lequel Sihanouk a joué un rôle majeur, a joué un rôle absolument fondamental. Il n'y aurait jamais eu de conclusion, la conclusion que l'on connaît, à savoir les accords de Paris, si Sihanouk n'avait pas tout mis en œuvre, n'avait pas négocié, et n'est pas parvenu à cela. C'est lui, d'accord, qui est parvenu à négocier avec la République populaire du Kampuchea de l'époque. Il revient au Cambodge. Alors, il revient au Cambodge, il rentre en 91 pour la première fois, il est recouronné en 93. Et une des premières choses qu'il fera en 93, d'ailleurs, après son couronnement, c'est un film, Revoir encore et mourir, dans lequel il se plaint, en forçant tout le personnel politique de l'époque de jouer dans ce film-là, il se plaint, en sous-main naturellement, pas de façon très claire, qu'on ne lui accorde pas le rôle qu'il est en droit d'attendre. Jean-Michel,
À son retour au Cambodge et après son couronnement, en 1993, le roi règne, mais ne gouverne pas. Et oui, il règne mais ne gouverne pas. Ça ne veut pas dire pour autant qu'il n'a pas joui d'un pouvoir symbolique hors du commun. Sihanouk, quand il était roi, a eu un prestige extraordinaire. Il a abdiqué en 1955. Il était quand même considéré, comment dire, comme un roi ou à l'égal d'un roi. Il jouissait d'un prestige extraordinaire. Il va régner, il ne gouverne pas. Son pouvoir symbolique n'en est pas amoindri pour autant. Il va jouer un rôle, en plus en coulisses, en écrivant des articles. Sihanouk adorait écrire des articles avec des pseudonymes dans lesquels il critiquait la politique, apportait son opinion. Bon, il n'avait normalement pas l'attitude pour le faire, mais bon, personne n'aurait une seconde osé empêcher Sihanouk de le faire. Il avait son bulletin mensuel d'information, son BMD, dans lequel, d'accord, on avait une source d'information unique sur le Cambodge. Le poids de Sihanouk, même s'il ne gouvernait pas, n'en a pas été pour autant diminué. Il jouissait d'un poids énorme. Sihanouk, on a toujours le sentiment, quand on discute avec des Cambodgiens, en particulier dans les campagnes, et je me suis énormément promené pour faire le lien avec la linguistique dans les campagnes pour décrire des parlers locaux, Sihanouk était considéré à l'égal d'un dieu. Et très souvent, l'idée ressort chez les gens qu'il avait des pouvoirs magiques, qu'il avait réellement des pouvoirs magiques. Cette idée-là, je crois qu'elle est réelle chez beaucoup de Cambodgiens, en particulier dans les campagnes. D'ailleurs, ce n'est pas un hasard. Si lorsque Sihanouk est décédé, eh bien, on se précipitait aux fenêtres des maisons pour voir le visage de Sihanouk dans la lune, après, au terme de son existence terrestre. Vous avez parlé de cinéma, en fait, et moi j'ai découvert pas mal aussi de cinéma de Sa Majesté. Il a fait énormément de films, je crois. Alors, dernièrement, nous connaissons bien le roi pour son intérêt pour l'art et notamment le cinéma. Pouvez-vous nous en parler de cette passion qu'il avait? Vous savez, je crois qu'il faut mettre ça. Il est très difficile de parler chez Sihanouk de la politique d'un côté, de l'art de l'autre. L'art est politique chez Sihanouk et la politique est artistique. On l'a vu pour l'indépendance, c'est quelque chose, une pièce en 3 actes, quelque chose de bien huilé, de très bien fait. Sihanouk vivait avec l'art. Exemple, l'architecture. Quand on voit le Phnom Penh de Van Molivan, Luban Hap à l'époque et tous ces architectes à qui Sihanouk avait accordé sa confiance et leur a permis de réaliser des projets extraordinaires. Il y avait une vision politique aussi derrière ces projets. Il voulait sortir d'une petite capitale provinciale, faire quelque chose de moderne. Le mot modernité allait de pair avec l'art. Les films de Sihanouk, j'en retiendrai un en conclusion, c'est L'ambition réduite en cendres. C'est un film qu'il a fait à la fin des années 90, dans lequel il se présente comme un jeune prince, invisible au commun des mortels, parce que ce prince va être la réincarnation d'un très grand roi du passé. Le problème, c'est que pour être réincarné, ce prince ne doit pas apparaître aux mortels dans l'immédiat. Or voilà qu'il tombe amoureux d'une jeune paysanne dans la région de Siem Reap. Et c'est là que tout se gâte. Si il a des relations avec cette jeune fille, il ne pourra jamais être réincarné, son âge véritable sera révélé et il sera réduit en cendres. Alors le gourou essaye de sauver la situation, il n'y parvient pas. Sihanouk eh bien, va consommer cette relation avec cette jeune fille. Le matin, au terme de cette nuit, on voit un corps beaucoup plus âgé que celui du jeune prince et naturellement de la fumée qui s'échappe, l'ambition réduite en cendres. C'est comme ça qu'il se voyait. Extraordinaire. Les 15 minutes de l'émission podcast de l'IFC touchent déjà à sa fin. Je tiens à remercier chaleureusement Jean-Michel Philippi d'avoir accepté notre invitation. Vous pouvez, par ailleurs, retrouver une exposition sur la vie de Sa Majesté le roi Norodom Sihanouk sur le mur de l'ambassade de France, ainsi qu'une programmation de cinéma à l'Institut français du Cambodge. Je tiens aussi à remercier Santa Louis Haem, Marie-Alice Goudot
et Maude Ambroise pour la réalisation du podcast. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre page Facebook, notre chaîne YouTube et notre site internet. N'hésitez pas à la partager et à bientôt.